à tous, c'est un plaisir pour moi d'être ici pour la 6e conférence, si je compte bien, dans le cycle des jeudis de la mesure. Cette conférence va traiter du kilogramme. Alors, le système d'unité qu'on utilise à l'heure actuelle dans le monde, c'est le système international d'unité, le SI. Donc c'est le système qui est le plus employé dans le monde. Il s'agit d'un système d'unité qui est cohérent et d'usage dans tous les aspects de la vie, donc le commerce, la fabrication, la sécurité. Mais il est aussi d'usage en sciences, ce qui garantit sa robustesse. Alors dans ce SI, ce système international d'unité, il y a eu dans ce SI ou dans ses ancêtres le système MKS et le système métrique, le système métrique décimal. Il y a eu différentes définitions de l'unité de masse du kilogramme. À la fin du XVIIIe siècle, le kilogramme a été défini, on reviendra dessus, mais a été défini comme la masse d'un décimètre cube d'eau. Cette définition a été transférée dans la masse du kilogramme des archives, puis à la fin du XIXe siècle dans celle du prototype international du kilogramme, l'IPK ou grand K. Différentes modifications ont été apportées au système international et pour nous, pour le kilogramme, une redéfinition est attendue en 2018, dans quelques semaines, pour définir le kilogramme non plus sur un artefact, un objet matériel, mais sur une constante fondamentale de la physique, la constante de Planck. Alors l'histoire du kilogramme servira de filigrane à cette présentation, mais l'histoire des mesures du kilogramme, l'histoire des expériences qui étaient nécessaires à la réalisation et à la matérialisation des différentes définitions. Nous commencerons d'abord par une petite introduction sur la masse et la mesure de la masse, puis les trois définitions successives du kilogramme, le décimètre cube, le kilogramme des archives et le prototype international du kilogramme. Enfin, nous terminerons par la constante fondamentale envisagée pour la redéfinition et comment on va redéfinir le kilogramme à partir de cette constante fondamentale. Alors la masse, pour le métrologue, la masse, elle a des propriétés essentiellement qui viennent de la physique newtonienne. La masse du métrologue, elle est mesurable, elle est scalaire, elle est conservative, elle est additive. Elle intervient toujours pour suivre Newton, dans deux phénomènes conceptuellement différents, dans l'inertie, la troisième loi de Newton, somme des forces égale masse, c'est-à-dire que pour faire modifier la vitesse d'un objet, il faut lui appliquer une force. Et elle intervient dans la gravité, la loi de la gravitation universelle qui stipule que deux corps s'attirent en raison proportionnelle de leur masse et raison inverse du carré de leur distance. Alors on peut mesurer la masse inerte, c'est ce qui se fait par exemple dans la Station spatiale internationale pour la mesure de la masse des astronomes, en utilisant la loi de Newton, somme des forces égale ma. Mais sur Terre, on a l'habitude, c'est beaucoup plus commode et beaucoup plus précis, même avant que la notion de masse ou de force soit connue, on avait la notion du poids, la notion intuitive du poids depuis 2 ou 3 000 ans avant Jésus-Christ. Donc sur Terre, la résultante des forces de gravité peut être, résumée par le poids, l'accélération de la pesanteur, qui stipule que le poids est égal à la masse fois l'accélération de la pesanteur. Et ce poids peut être comparé avec une balance à fléau, balance que l'on connaît dans son principe. Alors la balance à fléau, je vous dis, c'est quelque chose qui existe depuis avant que l'on conceptualise la notion de masse. Alors, si on veut comparer la masse de deux objets, on peut les accrocher chacun à l'extrémité d'un fléau d'une balance. Alors, le fléau d'une balance, dans le principe, c'est un segment rigide qui est articulé en son centre et qui porte à ses deux extrémités deux nacelles qui permettent de supporter les masses. Ce sont les poids, les forces correspondant aux masses qui agissent à chacune des extrémités de la balance. Et dans le tableau qui est représenté à gauche, c'était un tableau du XVIe siècle qui a été commandé par la Guilde des Orfèvres de Bruges, de mémoire. Alors je ne sais pas si ce tableau, c'est une publicité, si on veut, s'il représente le monde tel que les orfèvres voudraient qu'il soit. En tout cas, si on regarde la longueur du bras du fléau à gauche et que l'on compare avec celle du fléau à droite, on a l'impression qu'on n'a pas la même longueur. Et c'est le premier problème de ce qu'on appelle la simple pesée. Quand on compare la masse de deux objets placés à gauche et à droite du fléau, on a en fait une égalité qui est exacte au rapport de la longueur des deux bras, L2 sur L1. Donc pour régler ce problème-là, il faut faire ce qu'on appelle une double pesée et utiliser un seul côté du fléau. Pour utiliser un seul côté du fléau, on utilise une masse de tare qui sert simplement à équilibrer la masse du premier objet que l'on va placer, et on substitue à ce premier objet un second de masse Ma. Si dans les deux cas, le fléau indique la même position, donc on va dire s'il est horizontal dans les deux cas, l'égalité des masses est vérifiée, quelle que soit la longueur des bras, quel que soit le rapport de la longueur des bras.
Alors ça, c'est vrai si on considère que l'accélération de la pesanteur est égale des deux côtés, ce qui est normalement le cas puisqu'on on compare successivement les masses en des temps courts et normalement au même endroit. Donc on peut faire disparaître petit g et on n'a plus que la valeur de la masse. C'est pour ça que les fléaux, on appelle ça des comparateurs de masse. L'accélération de la pesanteur est transparente pour cette expérience. Alors les balances, donc elles sont connues depuis l'âge de bronze, les balances à fléaux, et elles ont été continuellement améliorées depuis cette époque. Les deux qualités principales d'une balance sont la répétabilité et la sensibilité, avec vraiment la répétabilité, c'est la qualité primordiale d'une balance, c'est-à-dire sa capacité à toujours, renvoyer la même indication en fonction de la grandeur d'entrée, donc toujours donner la même réponse en appliquant une masse. La deuxième, c'est la sensibilité, c'est simplement la quantité, la valeur de la déviation de l'indication, par exemple de la flèche qui surplombe le fléau, par rapport à la variation de masse qu'on applique au fléau. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'une balance soit répétable, qu'elle donne toujours la même réponse, et qu'elle soit sensible à la variation d'une masse de valeur faible. Alors, cette répétabilité et cette sensibilité, elles dépendent d'un certain nombre de facteurs. Les plus importants sont gouvernés par la géométrie du fléau et par le type d'articulation qu'on utilise. Pour la géométrie du fléau gouverne essentiellement la sensibilité, simplement et de façon presque intuitive, sans avoir besoin de rentrer dans les détails, mathématiques. Plus le fléau est grand, plus il est léger, plus il va être sensible. Donc on a besoin de fléaux grands, légers et qui ne se déforment pas sous la charge pour la sensibilité. Pour la répétabilité, on veut des articulations du fléau qui ne se déforment pas de manière définitive, c'est-à-dire qu'elles soient parfaitement élastiques, qu'elles reviennent en position après avoir appliqué une force, le poids d'une masse, et après l'avoir ôté. On veut des articulations élastiques et qui opposent peu de résistance à la déformation. Alors il y a trois grandes familles d'articulations. Les plus anciennes, c'est les axes rotatifs ou des crochets, tout simplement. Des axes rotatifs, une tige qui est à l'intérieur d'un moyeu, comme sur cette ancienne balance. Et les deux méthodes modernes et performantes sont les couteaux et les lames flexibles. Les couteaux, c'est une extrémité, généralement en métal ou une céramique dure qui repose sur un plan. Et la valeur du rayon de courbure de l'extrémité du couteau, donne la raideur, la résistance à la mise en mouvement, à la rotation du fléau. Donc on a besoin, pour avoir un fléau sensible, de couteaux qui soient avec un rayon de courbure le plus faible possible, donc simplement des couteaux aiguisés. Pour que le fléau soit répétable également, on a besoin que l'axe de rotation soit toujours le même et que donc le plan qui supporte le couteau ne se déforme pas lorsque la charge est appliquée ou lorsque le fléau s'incline. Alors pour ça, la stratégie, ancienne a été d'utiliser des matériaux les plus durs possibles, donc des aciers durcis ou des céramiques. À présent, on est capable en plus d'étudier par simulation numérique la déformation justement des matériaux selon la charge, selon les différentes propriétés du couteau. L'autre technique pour les articulations, c'est les lames flexibles. C'est simplement, par exemple ici on a un exemple du fléau qu'on utilise dans la balance du Watt du LNE, mais c'est un fléau qui pourrait être un fléau de comparateur de masse. Il s'agit dans un matériau de tailler ici par électroérosion, mais de tailler doté des parties du matériau pour qu'on ait une articulation qui soit finalement une lame flexible qui se déforme de manière purement élastique. Si elle se déforme de manière purement élastique, c'est comme une feuille de papier qu'on déforme, il n'y a pas ce qu'on appelle l'hystérésis, il n'y a pas de différence, d'écart entre au retour à la position d'équilibre. Il n'y a pas non plus d'usure, il n'y a pas de frottement, donc c'est des lames qui sont très performantes pour ça, mais les couteaux ou les lames flexibles permettent de faire des comparateurs de masse performants. Ça c'est pour la masse donc, du métrologue, la grandeur additive, scalaire, et les comparateurs de masse qu'on utilise. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, dans les définitions successives du kilogramme. Donc la première définition du kilogramme, ça a été le décimètre cube d'eau. Alors on va préciser ça. Alors on le sait, la plupart d'entre vous le savent, que le système international d'unité, le SI, prend ses racines donc, dans le système décimal, à la Révolution française, le système décimal métrique. À l'époque, Condorcet a eu la phrase célèbre « un système de mesure pour tous les temps et pour tous les peuples ». Et cela signifiait entre autres qu'il voulait une grandeur, une unité de mesure qui soit, disons, anonyme, qui ne puisse pas être attribuée à la France ou à un autre pays, dans l'idée en tout cas dans l'esprit, et qui soit réalisable par n'importe quel pays justement.
Donc l'unité de longueur qui était choisie, c'est le mètre. Vous le savez si vous avez vu la première conférence du cycle, donc qui était une partie du méridien terrestre. Et pour le kilogramme, on a choisi de se baser, par une technique qui avait déjà été employée, de se baser sur la masse d'un certain volume d'eau. Naturellement, ce volume d'eau, il devait être défini par rapport à la longueur, par rapport à l'étalon de longueur, qui était le mètre. Donc il y a eu deux définitions par loi ou par décret en 1791 et 1795, qui définissaient le grave ou le kilogramme comme la masse dans le vide d'un décimètre cube d'eau distillée à la température de la glace flottante, et en 1795 comme le gramme, et non pas le kilogramme, la masse dans le vide d'un centimètre cube d'eau distillée à la température de la glace fondante. Donc on peut résumer ça en disant que la définition c'était 1 kg, qui est égal à la masse de 1 décimètre cube d'eau à 0 degré. Donc pour faire ça, pour peser 1 kg à partir de cette définition, il faut faire finalement une pesée hydrostatique. Il faut peser la masse d'un litre d'eau. Donc ces expériences ont été réalisées par Lavoisier et AUI en 1793 et par Lefebvre-Ginot en 1799. Donc on a besoin d'un volume d'un objet d'un volume parfaitement défini, en tout cas le mieux possible. C'est vraiment une difficulté d'expérience qui a nécessité à l'époque des très grands soins qu'on peut qualifier de métrologiques. Donc ils ont choisi dans les deux expériences un cylindre en cuivre de 9 pouces de diamètre par 9 pouces de hauteur, donc 9 pouces parce qu'ils ont choisi, c'était les dimensions utilisées à l'époque. Ça fait environ 22 cm, donc c'est assez volumineux, il y a des mains à côté pour donner l'échelle. Ça correspond à un volume d'environ 9 décimètres cubes, donc ils ont pesé l'équivalent d'environ 9 kg. Donc c'est une pesée hydrostatique, on veut connaître le volume de ce cylindre-là. Donc la première chose à faire, et vraiment la grande difficulté d'expérience, c'est de mesurer le volume du cylindre. Donc à l'époque, il y a un appareil qui a été mis au point par Fortin, un artisan qui travaillait pour les scientifiques de l'époque, très talentueux, qui a mis au point donc un comparateur qui permettait de mesurer des longueurs la différence entre des longueurs pratiquement équivalentes à environ 5 micromètres près. Et donc ce comparateur a été utilisé pour mesurer les diamètres et les hauteurs de ce cylindre-là. Donc il y a eu 48 diamètres et 37 hauteurs qui ont été mesurés en le comparant à une règle d'environ 9 pouces. Donc cette règle en fait a servi d'étalon pour la mesure. On a mesuré la différence de hauteur et de diamètre par rapport à cette règle-là. Et cette règle a été ensuite étalonnée par rapport à l'époque à la toise du Pérou qui était l'étalon de longueur raccordé au mètre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver les valeurs obtenues à l'époque par Lefebvre, Ginot et Fabroni dans le tableau qui est donné en bas, qui est donné en ligne à l'époque, donc une ligne ça vaut 2 mm, et on peut transcrire ça en micromètres et faire des lignes de niveau pour l'état de surface finalement du cylindre. Et donc il faut quand même voir qu'en 1799, donc, ils ont fait un cylindre dans 22 cm de côté et 22 cm de hauteur avec une erreur de planité pic à pic de 70 micromètres. On voit les niveaux, il y a 5 micromètres par niveau, donc c'est vraiment quelque chose de très performant en termes de capacité à fabriquer un objet cylindrique, finalement un objet de pensée, c'est-à-dire on veut un cylindre et le cylindre est fait à 70 micromètres près, et en plus à le mesurer. Donc une fois que le cylindre est mesuré, on connaît son volume en mètres. L'idée c'est de faire donc une pesée hydrostatique, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais l'idée c'est de peser le cylindre dans l'eau en s'arrangeant pour qu'il déplace un volume parfaitement connu. Donc on a mesuré son volume avec le comparateur de Fortin. Une petite tige est vissée dans la partie supérieure du cylindre et on le remplit de lest, c'est des petites billes de plomb d'après les documents, de manière à ce que le cylindre aille descendre à un trait affleurant sur le tige pour avoir exactement, en l'occurrence, à peu près 9 décimètres cubes d'eau. Donc c'est la poussée d'Archimède, donc on sait que la masse du cylindre, elle est contrebalancée par le volume d'eau déplacé, et donc là on matérialise la masse d'environ 9 kg. Ensuite on fait la pesée dans l'air et on peut par la pesée atteindre la valeur de cette masse du cylindre. Alors ce qui est intéressant, c'est que la masse d'un décimètre cube dans l'eau à 0 degré, c'est déjà une expérience de pensée, parce qu'il faut de l'eau pure. Donc la masse d'un décimètre cube d'eau pure dans le vide à 0 degré, c'est déjà une expérience de pensée. À l'époque, lorsque Lavoisier a fait l'expérience le premier en 1793, ils n'ont pas eu le temps, parce que la monnaie de Paris avait besoin rapidement de l'étalon pour fabriquer de la monnaie justement, ils n'ont pas eu le temps d'avoir de l'eau distillée en assez grande quantité, ils ont utilisé de l'eau de pluie, ou de l'eau de rivière filtrée. Donc ils ont dû appliquer une correction pour corriger la densité de l'eau de rivière, l'eau de Seine, par rapport à l'eau distillée qu'ils auraient dû utiliser. De la même façon, ils avaient de l'eau à 6,5 degrés, ils ont fait ça le 3 janvier, ils ont pris la température d'une pièce qui appartenait à Lavoisier, dans une maison de Lavoisier. Il faisait 6,5 degrés, donc il a fallu corriger la dilatation de l'eau.
La règle, donc une des difficultés, c'est vraiment de mesurer le volume du cylindre. Donc la règle, elle était étalonnée par une règle en laiton qui était étalonnée à 6,25 degrés, puisque c'est la température qu'elles ont fait les mesures. Et il fallait l'étalonner par rapport au mètre, donc à la toise du Pérou, qui était en fer et définie à 16,25 degrés, une correction de plus. Donc en tout cas, l'idée, c'est une des premières expériences où non seulement ils ont essayé de réaliser une expérience de pensée, donc ils ont fait au mieux de ce qui était possible de faire expérimentalement, et l'erreur résiduelle a été estimée et corrigée. Donc il y a eu deux déterminations qui ont été faites, une en 1793 et une en 1799, avec deux valeurs obtenues dans l'unité dont ils disposaient à l'époque. Celle qu'on trace ici, donc là j'ai tracé en écart au kilogramme, et le trait en pointillé, c'est la masse d'un litre d'eau, d'un décimètre cube d'eau, à 0 degré telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Et le premier point, c'est la valeur qu'ont obtenue Lavoisier et Aoi, qui manifestement étaient correctes dans leur incertitude qu'ils ont déclarée. Donc c'était une bonne valeur, c'était le 3 janvier ou le 6 janvier, et moins de 15 jours après, les académiciens qui ont analysé, si on veut, les données de Lavoisier et ont choisi la valeur qu'ils allaient utiliser pour réaliser le grave ou le kilogramme. Ils ont rendu la valeur en dessous, une décimale en dessous, et manifestement, c'était pas un bon choix. Quelques temps après, un étalon de cuivre de laiton a été réalisé pour pouvoir commencer à travailler. Cet étalon a été pesé, il était manifestement ou mal fabriqué ou abîmé, enfin que sais-je, il était très très loin de la valeur cible. Il a été rectifié dans la foulée et remis sur la valeur retenue. Alors en plus par là-dessus, il faut savoir que Lavoisier, il avait travaillé avec la valeur temporaire du mètre, qui utilisait de l'eau de Seine au lieu de l'eau distillée, qu'il y avait un problème dans la définition de l'unité de masse qu'il avait utilisée. Toujours est-il que personne ne savait plus que pesait un kilogramme à ce moment-là, et c'est pour ça que ça a été fait une deuxième fois par Lefebvre-Ginot, qui a fait donc le même genre d'expérience que ce qui était décrit, mais qui a travaillé, disons, plus soigneusement, et qui a remarqué que l'eau était plus dense à 4 degrés, que c'était son maximum de densité, et qui a unilatéralement décidé de changer la définition du kilogramme et de dire que c'était la masse d'un litre d'eau pure, dans le vide, mais à 4 degrés. Donc la valeur qu'il a donnée est celle-ci, qui est très proche de la valeur qu'on connaît à l'heure actuelle, qui est donc c'est vraiment une expérience qui était très très soignée. Et donc à ce stade-là de l'expérience, ils ont réussi à peser la valeur d'un litre d'eau avec leur expérience, peser la masse d'un litre d'eau avec leur expérience à 50 mg près, ce qui est à peu près la masse d'un grain de riz, donc c'est quand même des choses qui sont fines. Et là, même si on peut dire qu'ils ont répondu à la définition du kilogramme, ils ont un objet qui pèse, on va dire qu'il pèse 1 kg parce qu'il pèse la masse d'un litre d'eau dans le vide. C'est pas quelque chose de commode, c'est pas un étalon, il faut le transférer, il faut le conserver. Et c'est là où on passe sur le premier artefact de l'histoire, de l'histoire du kilogramme, c'est le kilogramme des archives. Alors à l'époque, il était évident pour les métrologues de l'époque que l'étalon qu'ils devaient construire devait être en platine. Le platine, c'est un élément qui était connu pour les Européens depuis 1750 seulement, donc très récent, qui était connu comme ductile assez dur, avec une densité très élevée. Donc une densité élevée, ça permet d'avoir un étalon qui est petit et qui a donc une faible surface, qui est pratiquement inaltérable, qui est non magnétique, qui est conducteur électrique, qui est réfractaire, qui peut être construit sans porosité, qui a vraiment un nombre de qualités très importantes pour faire un étalon. Le problème, c'est que en partant de pépites de platine natif qu'on pouvait se procurer à l'époque, il faut le purifier, le fondre, et cela en grande quantité. C'est quelque chose qui était très difficile. Il n'était pas possible à l'époque, par exemple, de le fondre à presque 1800 degrés. C'était pas quelque chose de possible. Très peu de personnes savaient faire ça. Une des techniques qui était connue et était maîtrisée par Janetti, qui était l'orfèvre royal, l'orfèvre de Louis XVI, qui se faisait avec ça du métal d'orfèvrerie. On a ici je crois que c'est un sucrier en platine qui pèse presque 3 kg. Alors on pourrait faire le calcul aujourd'hui, combien ça vaut 3 kg de platine, c'était pour le roi. En tout cas, il savait faire des pièces, c'était un des rares au monde qui savait faire ça, des pièces massives en platine. Mais la méthode était quand même complexe et dangereuse. Il fallait utiliser du trioxyde d'arsenic, des acides et carbonates. Alors, le trioxyde d'arsenic, je me suis renseigné, c'est l'arsenic blanc, c'est l'arsenic qu'on utilise au moins dans les romans pour empoisonner les personnes. Donc c'est vraiment quelque chose une méthode dangereuse qui ne fonctionnait pas à tout coup. En tout cas, Janetti, on lui a fourni la quantité nécessaire de platine. Il a fabriqué 30 cylindres qui pesaient un peu plus qu'1 kg en fabriquant avec sa méthode de la mousse de platine. Donc, la mousse de platine qu'il martelait à chaud avec un marteau de forgeron, j'ai plus le nom. Donc, il martelait à chaud dans un tube de fer chauffé au rouge pour donc finalement réussir à obtenir 30 cylindres en platine. Ces cylindres, les 4
meilleurs, disons en termes d'aspect de surface et de masse, ont été ajustés par Fortin, toujours Fortin, qui a retenu le numéro 4, l'un des étalons comme étant le plus proche de la masse de ce litre, de ce décimètre cube d'eau. Et il était ajusté à l'époque avec une nouvelle balance que Fortin aussi avait construit, une balance à l'état de l'art de l'époque, qui permettait des comparaisons à 2 mg près. Et c'est celui donc le plus proche qui a été choisi comme kilogramme des archives. Les 3 autres étalons, si mes informations sont bonnes, un est au CNAM et 2 à l'Observatoire de Paris. Donc on a ici une illustration du kilogramme des archives. Alors ce qui est amusant à notre époque, c'est qu'il est conservé dans une belle boîte en bois doublé de cuivre, avec du velours à l'intérieur, du velours rouge, c'est joli. Je ne sais pas si c'est ce qu'on ferait maintenant comme chose la plus protectrice, mais c'était comme ça. Donc il a été conservé aux Archives de France, d'où le nom, le kilogramme des archives, dans une armoire blindée, disons. Alors, finalement, ils ont fixé la valeur, l'étalon du kilogramme, c'était la valeur de la masse de l'étalon des archives qui était fixée. Parce qu'il y avait 2 définitions qui étaient toujours inscrites dans la loi française. Enfin, l'ancienne qui était la masse du gramme, donc 1 cm3 d'eau, mais mettons 1 kg, 1 décimètre cube d'eau. Et l'autre, une loi de 1799, qui dit que le kilogramme en platine, c'est l'étalon de masse. Donc il y avait deux définitions contradictoires, sans compter que celle-ci, on parlait de la glace fondante et qu'on sait que le kilogramme d'archives était proche de la masse de l'eau à 4 degrés. Bon, en pratique, le kilogramme des archives était beaucoup plus pratique, plus commodément accessible que le décimètre cube d'eau. Donc c'est lui qui servait à étalonner des autres étalons de masse pour l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Amérique. Il n'y a jamais eu d'étalonnage sur le décimètre cube d'eau. C'était vraiment le kilogramme, c'était la masse du kilogramme des archives. Donc là, c'était la valeur de la masse du kilogramme d'archives qui était fixée, mais le problème, c'est que le kilogramme d'archives, il a été fabriqué, vous vous en souvenez, à partir de mousse de platine, et en formant un amalgame avec l'arsenic. Et ce procédé ne permettait pas de réaliser un étalon avec une surface lisse, il était poreux. Et lorsqu'il a été examiné, enfin, sûrement d'autres fois, mais j'ai un document de 1880, il y avait des petits trous à la surface qui étaient bouchés par de la poussière. Donc on peut se demander la stabilité de cet étalon. Donc c'est à ce moment-là, fin du XIXe siècle, que la nécessité d'un nouvel étalon a émergé. C'est donc le second artefact, celui finalement sous le pouvoir duquel on vit encore, c'est le prototype international du kilogramme, l'IPK, le grand K. Alors cette fois-ci, c'est Sainte-Claire de Ville qui a mis au point un procédé pour fabriquer du platine iridie. Alors le platine iridie, l'iridium, c'est un métal de la famille du platine, également un platinoïde, qui a le grand mérite d'être plus dur que le platine. Donc fabriquer du platine iridie, ça veut dire fabriquer fabriquer un métal qui conserve toutes les qualités souhaitables du platine, son inaltérabilité, sa dureté, et qui est plus dur que le platine. Donc c'était vraiment le platine encore plus adapté pour la métrologie. 3 étalons de platine iridie ont été fabriqués à une masse très proche de ce qu'on savait être un kilogramme à l'époque, le K1, K2, K3. Et ces 3 étalons ont été comparés, les textes disent des milliers de fois, avec les étalons de platine, disons anciens disponibles, l'étalon du CNAM et les 2 de l'Observatoire. Ces comparaisons ont permis de déterminer quel était a priori le nouvel étalon le plus proche de la masse du kilogramme des archives. Et à la toute fin, pour vraiment avoir l'idée de ne pas abîmer le kilogramme des archives qui était le kilogramme, c'est à la toute fin qu'on a fait quelques comparaisons entre les nouveaux kilogrammes et le kilogramme des archives. Et c'est le kilogramme numéro 3, qu'on a appelé ensuite le grand K, qui était trouvé le plus proche du kilogramme des archives. Il a été trouvé proche avec une certitude de 15 microgrammes de 0,015 mg. Cette incertitude a été vraiment significativement meilleure que ce qu'on avait donc 100 ans avant. On a utilisé une balance comme précédemment à l'état de l'art. Et l'état de l'art, cette fois-ci, permettait avec des couteaux, entre autres, avec des couteaux qui ont un rayon de 5 micromètres et en utilisant la première balance qui avait un échangeur de masse mécanique, d'améliorer significativement comme ça les incertitudes. Donc finalement, on arrive fin du XIXe siècle, c'est la valeur de l'étalon, la valeur de la masse de l'IPK, du grand K qui est fixée. C'est la 3e CGPM, la 3e conférence générale des poids et mesures, qui précise que le kilogramme est l'unité de masse. Il est égal à la masse du prototype international du kilogramme. Donc le kilogramme, tel qu'on connaît maintenant, c'est un kilogramme qui vaut par définition la masse du prototype international du kilogramme. La première fois que
Juste après la fabrication de l'IPK, on a, dans les années qui ont suivi, on a étalonné les kilogrammes nationaux, on en reparlera, et on a dû pour ça faire des pesées hydrostatiques de l'IPK pour connaître sa densité. Et on s'est aperçu qu'il y avait des grosses variations de masse de l'IPK entre les pesées hydrostatiques, et on a compris que les prototypes devaient être nettoyés avant d'être utilisés parce que les contaminants se mettaient en surface et que cela pouvait être facilement enlevé de façon reproductible. Ça a été formalisé seulement en 1990 avec ce qu'on appelle le nettoyage BIPM, donc le nettoyage Bureau international des poids et mesures, qui consiste à nettoyer les prototypes et donc le grand K avec de la peau de chamois qu'on imbibe d'alcool et d'éther pour enlever les choses qui peuvent passer en solution organique, puis de la vapeur d'eau, et ça dure environ 50 minutes. La masse des prototypes peut être suivie lorsqu'on entre les nettoyages, et on perd ça dépend de la date précédente du nettoyage, mais des valeurs qui sont d'une dizaine de microgrammes. En gros, les prototypes salissent de 1 microgramme par an. On peut enlever 1 microgramme par an en les nettoyant. Alors, la grande force de l'IPK, donc du prototype international du kilogramme par rapport au kilogramme d'archives, donc nonobstant le fait que c'est du platine iridié, qu'il est plus dur que son état de surface, c'est infiniment plus lisse que celui du kilogramme d'archives, c'est qu'il n'est pas conservé tout seul. Il est conservé avec 6 copies officielles et il est conservé dans un coffre, mais il est conservé par un organisme international dont la mission est de le conserver, de le maintenir et de le mettre finalement à la disposition des autres pays. Il n'appartient plus à la France, c'est un organisme international. Donc ces 6 copies, il y a 6 copies officielles qu'on voit sorties ici, les 6 copies à côté du grand K, permettent finalement de s'assurer entre autres de la stabilité du kilogramme du prototype international du kilogramme en utilisant le prototype le moins souvent possible. C'est un système hiérarchique de masse, puisqu'on verra, l'IPK est utilisé environ une fois tous les 30 à 50 ans pour une pesée. Les copies officielles, les 6 copies qui sont ici à peu près tous les 10 ans. Et ensuite, on a des masses, disons des masses de travail, utilisées tous les 5 ans, tous les ans ou plusieurs fois par an. Donc cet ensemble de masses permet au BIPM, au Bureau international des poids et mesures, d'avoir à sa disposition, disons, une échelle de masse qu'il peut transmettre aux pays signataires de la Convention du mètre, donc par exemple la France. Donc ici, on a la chaîne de masse en France, le système hiérarchique de masse en France, donc qui commence, si on veut, avec le grand K et ses copies officielles, et qui étalonne le numéro 35. La France possède, comme je crois la plupart des pays de la Convention du mètre, un étalon national qui est l'origine des masses en France. Donc ce kilogramme numéro 35, il est étalonné à intervalles plus ou moins réguliers par rapport à l'IPK. Il y a les étalonnages qui sont ici, donc il a été étalonné 5 fois, en 1889, 1948, 93, 2014 et 2017. Donc sa masse, naturellement, c'est pas une copie, on peut appeler ça des copies, mais c'est pas des copies parfaites. Il pèse 1 kg plus un petit quelque chose. Alors pour que ce soit un prototype au BIPM, il faut qu'il y ait moins de 1 mg d'écart avec l'IPK. Mais donc le 35, il pesait 1 kg plus 191 microgrammes en 89. Et on est à présent à 1 kg plus 204 microgrammes aujourd'hui. Donc en 120 ans, il a pratiquement pas bougé. Donc c'est vraiment très très stable par rapport à l'IPK. Donc c'est un étalon qui est utilisé tous les quelques années, qui sert pour la France à étalonner des copies de travail, qui finissent par étalonner les masses utilisateurs. Alors, utilisateurs, c'est les laboratoires d'étalonnage, par exemple, les masses de classe E1, les masses de plus haute précision. D'autre part, donc les copies officielles qui servent aussi à vérifier la stabilité, en tout cas donnent des indices sur la stabilité du grand K, qui est l'origine de l'échelle de masse mondiale. Donc il y a eu 4, disons, comparaisons pour de l'histoire du grand K. Une en 1889, donc la Seconde Guerre mondiale, 1989 et 2014. À chaque fois, naturellement, les meilleures techniques et les meilleures balances ont été utilisées. Alors pour vous donner un exemple, donc la balance qu'on a déjà vue avec l'échangeur de masse, disons, mécanique. Pendant la guerre, on avait le même genre de balance conceptuellement, sauf qu'on avait atteint un niveau, on avait besoin de manipuler les balances à distance avec une longue vue, pour ne pas les perturber par la présence de l'opérateur. En 89, on a eu les premières balances asservies avec une compensation électromagnétique, et les balances récentes ont une répétabilité de l'ordre de 0,3 microgrammes. Donc en milligrammes, ça ferait trop de zéro pour être dit à l'oral, mais on a vraiment amélioré la résolution des balances. Et ce qu'on voit, c'est quand on compare la masse de l'IPK, donc du grand K, qui est 0 par définition, l'évolution de masse des autres copies, on voit ce qui semble être une dérive. Les copies officielles qui sont conservées dans les mêmes conditions, a priori très très peu utilisées, ont
globalement une augmentation de masse. Donc on ne peut pas vraiment savoir parce que l'IPK, on a décrété qu'il faisait 1 kg donc par définition, mais on n'a pas d'idée de sa stabilité. Tout ce qu'on voit, c'est que les copies évoluent différemment. Parce qu'on aurait très bien pu, finalement ça a été presque un hasard, dire que c'était le numéro 47, le prototype, et la courbe aurait été vue différemment, ou encore différemment si c'était le 32. On aurait pensé que toutes les masses descendaient. Donc on a une inconnue, alors on ne peut pas savoir fondamentalement, mais on parle d'une cinquantaine de microgrammes. Donc c'est à la fois quelque chose qu'on peut mesurer très clairement, et en même temps 50 microgrammes c'est la masse d'une empreinte digitale, hein, et d'une main qui est pas sale. Hein. Donc c'est pas quelque chose de très très important. C'est un indice, c'est la limite de c'est un indice de la limite de la stabilité de l'échelle de masse. Par comparaison, si on revient juste un peu en arrière, le kilogramme d'archives a été pesé, en tout cas à ma connaissance, 2 fois. Une fois donc en 1880, quand on a fait le changement d'échelle sur l'IPK, il a été repesé en 1939. Ici, j'ai tracé les comparaisons qu'on a vues juste précédemment, donc on voit que la dérive entre ces deux points-là, si on la poursuit à l'origine, on voit qu'elle est beaucoup plus importante que celle qu'on subodore sur le grand K, donc il y a peut-être une dérive sur le grand K, mais elle est pour l'instant tout à fait faible par rapport à ce qu'on a pu avoir avant. Alors, arrivé à ce point-là, on va commencer à parler de la constante fondamentale qui pourrait servir à fixer la valeur du kilogramme, la valeur de l'échelle de masse. Donc le kilogramme, l'IPK, le grand K, a permis une stabilité tout de même remarquable de l'échelle de masse sur 125 ans, parce qu'encore une fois, on parle de 50 microgrammes, d'une suspicion d'une variation de masse de 50 microgrammes, on n'en est même pas sûr, c'est peut-être moins. Par exemple, c'est la dernière unité qui est définie sur un artefact matériel, sur un objet. Par nature, il ne peut pas être stable. On sait bien qu'un objet, ça s'use, ça s'abîme, ça se perd. Et par ailleurs, on sait aussi, l'expérience a montré qu'on devait donc nettoyer le grand K ainsi que les autres masses pour réaliser le kilogramme, parce qu'en fait, le kilogramme, il est défini comme la masse de l'IPK après nettoyage. Le nettoyage, l'expérience a montré que ça marchait bien en moyenne. Hein. Ici, c'est l'évolution de la masse du numéro 35, le kilogramme français, avec le trait horizontal de la masse de 1889. Et chaque année de nettoyage l'a ramené très très proche de sa masse d'origine par rapport à l'IPK. Ça fonctionne très bien pour la plupart des étalons. Et les étalons, ça fonctionne moins bien. Ce prototype-là, le numéro 4 en chiffre romain, a un comportement plus erratique. Il a même perdu, je crois, presque 500 microgrammes en un nettoyage, donc c'est quelque chose qui n'est pas toujours reproductible. Donc les instabilités là, de la masse, les instabilités potentielles, hein, on n'est pas capable de les quantifier finalement. Encore une fois, on parle de 50 microgrammes, mais ces instabilités, dans le SI tel qu'on le connaît maintenant, elles se répercutent sur la candela, sur la mole et surtout sur l'ampère et donc toutes les unités électriques qui sont des unités qui peuvent être réalisées avec une très bonne reproductibilité. Et cette reproductibilité, dans le SI, elle est limitée par l'instabilité potentielle de l'échelle de masse. Donc l'idée c'est comme pour le mettre en 83 si je me trompe pas, c'est de choisir une constante fondamentale parce que dans la physique telle qu'on la connaît, les constantes de la physique ou les constantes fondamentales, c'est ce qu'on connaît de plus stable et de plus universel dans l'univers. Et de la même façon que le mètre a été défini en fixant de manière numérique la valeur de la constante d'Einstein, donc la valeur de la vitesse de la lumière, deux expériences permettent de fixer la valeur de la masse en fixant une valeur. Alors, il y a eu deux hypothèses qui ont été évoquées, ou bien de fixer la valeur du nombre d'Avogadro, ou bien de la constante de Planck. Le nombre d'Avogadro étant mesuré par l'expérience de sphère de silicium et la constante de Planck par l'expérience de la balance de Kibble. Ces deux expériences, balance de Kibble et sphère de silicium, donnaient les meilleures incertitudes quand on les comparait à l'idée d'une redéfinition de la masse. Le choix qui a été fait, c'est de choisir de fixer le nombre d'Avogadro pour la quantité de matière, pour la mole, comme ça a déjà été expliqué dans la conférence précédente ou celle encore avant, et de fixer la constante de Planck de manière exacte pour avoir pour 3 raisons. Donc la première, donc bien sûr de fixer la valeur de la masse à partir de la constante de Planck. La constante de Planck, c'est vraiment une constante fondamentale de la physique quantique. Et et incidemment, fixer la valeur de H et de E pour l'ampère, ça fixe la valeur de constantes dont je reparlerai, des constantes phénoménologiques, qui sont la constante de von Klitzing et la constante de Josephson, qui sont les constantes qui sont utilisées pour réaliser l'ohm et le volt. Et donc si on fixe ces constantes H et E, on améliore significativement et instantanément la valeur des unités électriques, l'institut des unités électriques dans le SI.
Alors il y a un certain nombre de conditions pour qu'on puisse procéder à une redéfinition pour évacuer, si on veut, le grand K et le remplacer par une valeur fixe de la constante de Planck. Et les deux conditions, on va dire, les plus pertinentes, pour nous, c'était d'avoir des incertitudes de réalisation qui soient suffisamment faibles, c'est-à-dire d'avoir au moins 3 valeurs de constante de Planck par 2 méthodes différentes, dont 2 auraient mieux que 5 10-8 et une mieux que 2 10-8 en termes d'incertitude relative. Également, toujours dans un souci de continuité, que les expériences qui déterminent la valeur de la constante de Planck, donc forcément à partir d'une masse étalonnée dans le SI, utilisent des masses qui étaient comparées aussi directement que possible au grand K pour avoir une valeur de constante de Planck qui soit finalement la plus fiable par rapport à la valeur de la masse. Alors la constante de Planck H, on la note H, une constante qui a été introduite en 1905 par Max Planck pour solutionner le problème du corps noir. Donc le corps noir, c'est du spectre du corps noir. Le spectre du corps noir, c'est le spectre lumineux qui est émis par un corps qui est chauffé en fonction de la température. Et il y avait ce qu'on appelle la catastrophe ultraviolette, c'est-à-dire que le modèle classique ne permettait pas d'expliquer le spectre d'émission d'un corps noir dans les faibles longueurs d'onde, autrement dit dans les ultraviolets. Donc pour régler ce problème-là, il a fallu une nouvelle modification théorique. Et la modification était que l'énergie d'un électron dans un atome s'est quantifiée lorsqu'un électron change de niveau. L'énergie est quantifiée en fonction de la fréquence du photon émis et le coefficient de proportionnalité, c'est la constante de Planck H. Alors cette constante-là, telle qu'on la connaît maintenant, donc la valeur qui est recommandée par Kodata 2017, donc en résumé, c'est la meilleure valeur de la constante de Planck qu'on connaisse à l'état actuel de nos connaissances physiques. Elle vaut donc 6,626 070 150 à plus ou moins 0,000000069 10-34 joules seconde. Alors tous ces zéros, c'est pour vous dire qu'elle est quand même bien connue. Elle est connue à 1 10-8 près en valeur relative en termes d'incertitude type. Donc c'est des valeurs qu'on connaît bien. Et son unité, c'est le joule seconde, ou le joule par hertz. C'est donc une valeur d'énergie par unité de fréquence. Alors on peut se demander, donc c'est logique par rapport à sa définition, elle exprime l'énergie contenue dans un photon en fonction d'un changement de fréquence. Par contre, on peut se demander comment on peut relier cette grandeur, cette énergie par unité de fréquence à une masse au kilogramme. Alors c'est la définition de l'énergie. L'énergie, le joule, c'est le travail qu'accomplit une force de 1 newton qui se déplace d'1 mètre. Ça correspond à 1 joule. Et 1 newton, c'est la force nécessaire pour accélérer une masse de 1 kg de 0 mètre par seconde à 1 mètre par seconde en 1 seconde. Donc le kilogramme, c'est lui qui, dans la loi de Newton, somme des forces égale ma, c'est lui qui fait le lien entre l'énergie ici, donc c'est la loi de Newton qui fait le lien entre l'énergie et la masse qui est ici. Donc il y a 2 méthodes pour déterminer à l'heure actuelle dans le SI avec une bonne précision la valeur de la constante de Planck. La première, c'est la méthode de la balance de Kibble. Donc la balance de Kibble ou balance du Watt, c'est une expérience qui a lieu en 2 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase statique. Alors c'est l'idée d'une balance électromagnétique. On utilise un fléau. D'un côté du fléau, on accroche, même si on a vu qu'il fallait normalement se servir d'un seul côté du fléau avec une masse de tare, là, par simplification, on fait une simple pesée. Donc d'un côté du fléau, on accroche on place une masse et donc le poids de cette masse s'exerce sur le fléau. Et de l'autre, on rétablit l'équilibre en faisant circuler un courant dans une bobine qui est produite dans un champ magnétique. Donc c'est la loi de Faraday, c'est l'effet haut-parleur si vous voulez. On fait circuler un courant dans une bobine, une force est générée et on peut asservir le courant de manière à asservir la position du fléau à l'horizontale. Dans ce cas-là, on peut dire que le poids de la masse étalon est égal à la force qui est générée. La force qui est générée, elle est proportionnelle au courant qui circule par la longueur de fil, par le champ magnétique. Ça veut dire qu'on peut écrire la valeur de ce terme-là, ce qu'on appelle le facteur géométrique, le terme BL. Le BL en phase statique, il vaut mg sur i. Alors on écrit ce terme-là, BL en phase statique, qui vaut mg sur i, parce que le terme BL, on ne peut pas bien le connaître dans le SI, parce qu'on ne peut pas connaître un champ magnétique à mieux que quelques 10-6 dans le SI, et on ne peut pas non plus mesurer une bobine. C'est une bobine circulaire, donc enroulée sur un cylindre, il y a environ 800 tours et 1 km de fil. On ne peut pas imaginer mesurer ça géométriquement à mieux que quelques, de mémoire, 5-10-6, c'est la balance de l'ampère. Donc l'idée de Kibble, c'était de mettre une deuxième phase, qu'on appelle la phase dynamique, et de déplacer la même bobine dans le même champ magnétique, et cette fois-ci c'est la loi de Lenz ou l'effet dynamo. On génère une tension au bord de la bobine qui est proportionnelle à la vitesse de la bobine et au champ magnétique et à la longueur de la bobine. On a 2 fois le même terme qui apparaît dans 2 équations, terme inconnu. Si on fait l'hypothèse qu'on a la même bobine et le même flux magnétique, on peut faire disparaître le terme, écrire une égalité de puissance
d'où le nom de balance du watt. Une égalité de puissance entre une puissance mécanique et une puissance électrique. Alors, comme on mesure, je vous l'ai dit, les tensions et les courants par rapport à l'effet Josephson et par rapport à l'effet Hall quantique, dans lesquels intervient la constante de Planck et la charge de l'électron, cette équation peut se réécrire comme une égalité entre la masse et la constante de Planck, l'accélération de la pesanteur, la vitesse de la bobine et un certain nombre de nombres entiers et de fréquences. On a un lien entre une masse macroscopique, alors macroscopique, 1 kg, un objet qu'un être humain peut toucher, dont il peut se servir, et la constante de Planck, qui est la constante de l'infiniment petit, la constante de la physique quantique. Donc là, il y a un certain nombre d'exemples de balance du watt au travers du monde. Il y en a à différents degrés d'avancement, une petite dizaine. Donc la balance du watt du LNE, qui a la particularité de disposer d'un système de fléau à lame flexible et qui est translaté en un seul bloc par un autre système à lame flexible à grande excursion. La balance du NRC, les Canadiens, c'est une balance qui dispose d'un fléau qui n'est pas sur la photo, qui fait de mémoire 2 fois 1,5 mètre, et la bobine est déplacée en inclinant le fléau. Les Américains ont aussi une balance du watt, le NIST, dont le système qui permet le déplacement de la bobine et qui fait aussi office de fléau, c'est une roue. Donc c'est une roue qui tourne pour faire descendre la bobine et une roue qui tourne pour faire la comparaison de force. Le BIPM, le Bureau international des poids et mesures, a une balance aussi du watt de Keeble qui a la particularité de réaliser la phase statique et la phase dynamique en même temps. Les Chinois, le NIM, ont une balance qui est une balance du joule qui est légèrement différente et qui fait des points de mesure à différentes hauteurs et non pas en déplacement. Et le META, c'est une balance modulaire et qui a été conçue assez récemment. Donc pour la phase statique, on veut faire une comparaison de force, deux phases, phase statique, phase dynamique. On veut faire une comparaison de force. On veut comparer le poids de la masse étalon à une force de la place. Alors c'est vraiment une notion d'appareil de mesure et d'étalon. Nous, ce qu'on veut, c'est donc connaître le poids de la masse étalon. Pour connaître le poids de la masse étalon, il faut d'abord la valeur de la masse. La valeur de la masse, on la connaît parce qu'on a comparé l'étalon numéro 35 français à l'IPK en 2014, qui a été utilisé le 35 lui-même pour étalonner la masse qu'on utilise dans la balance du watt. La valeur de petit g, on en a besoin à chaque instant en temps réel au centre de masse de la masse étalon. Elle est donnée par un gravimètre à atome froid qui est dans la salle contiguë à la balance du watt, qui mesure petit g à son emplacement en temps réel, et le transfert horizontal et vertical est assuré en même temps. Pour le courant en phase statique, on a besoin de le mesurer. Le courant en pratique, on le mesure par la chute de tension qu'il génère au bord d'une résistance, c'est la loi d'Ohm. Donc on a besoin de la tension et de la résistance. La tension, pour l'étalon, on utilise un réseau Josephson, donc on se base sur l'effet Josephson pour générer une tension parfaitement connue. Et la résistance, on utilise l'effet Hall quantique. La tension, le résiduel de tension est mesuré par un voltmètre numérique à 8 chiffres significatifs, 8 chiffres et demi. Et ici, on a les éléments principaux de la balance, donc l'élément qui génère un champ magnétique de 1 Tesla avec un entrefer qui a 80 mm de profondeur. La bobine, je vous disais, 800 tours et 1 km de fil. Un cardan qui est fait à partir de lame flexible et qui réunit les deux suspensions, dont la première tenant la bobine et la seconde la masse étalon. Donc avec toutes ces grandeurs-là, on peut calculer la valeur du facteur géométrique en phase statique à différents instants dans le temps. En phase dynamique, on veut mesurer la tension au bord de la bobine, donc on déplace la bobine verticalement dans l'entrefer de l'élément à une vitesse connue, environ 2 mm par seconde. À cette vitesse-là, on génère une tension au bord de la bobine de 1 volt. Cette tension-là, elle est comparée à une tension Josephson, toujours le réseau Josephson, et le résiduel est mesuré par un voltmètre numérique. On veut mesurer la vitesse de la bobine. On a 3 interféromètres qui visent les trois coins de cube qui sont placés sur le pourtour de la bobine. Pour mesurer une vitesse, on a besoin d'une longueur et d'un temps. La longueur, elle est donnée par la longueur d'onde, et donc d'un étalon, elle est donnée par la longueur d'onde d'un laser asservi sur une raie de la structure hyper fine du diode qui est tabulée, qui est une raie recommandée pour réaliser le mètre. Et la fréquence, elle est donnée par une échelle de temps qu'on récupère à partir des signaux GPS, les signaux GPS qui sont diffusés pour se localiser habituellement, mais chaque GPS embarque une horloge atomique et le signal du GPS peut être traité de manière à utiliser la précision de l'horloge atomique pour synchroniser au laboratoire une horloge au rubidium qui nous donne donc un temps dans le système international d'unités. Enfin, c'est une expérience d'électromécanique, il y a un certain nombre de précautions en termes d'environnement à prendre. Donc la balance est une structure rigide à base d'octopodes. Elle est placée elle-même sur une dalle massive en béton de 6 mètres par 6 mètres par 2 mètres d'épaisseur, qui est sur des poteaux en béton de 12 mètres d'épaisseur enfoncés dans le sable de Fontainebleau, ça attrape. On a une photo ici des dalles lors de la construction, c'est vraiment très massif pour s'affranchir des vibrations humaines.
Donc rapidement, on fait des phases statiques et des phases dynamiques. On mesure en alternance la valeur du facteur géométrique en phase statique et en phase dynamique. On le mesure dans le temps, on a les points rouges et les points noirs pour le facteur géométrique statique dynamique. Et le rapport des deux nous donne la valeur de la constante de Planck dans le SI à l'heure actuelle. Et c'est une valeur que le LNE a publiée à la mi-année 2017, comme d'autres laboratoires, en vue de la redéfinition, et on va en reparler. L'autre méthode pour déterminer la valeur de la constante de Planck, j'en ai déjà parlé au final incidemment, c'est la méthode de la densité cristalline par rayon X, la XRCD. L'idée, c'est de disposer d'un cristal quasi parfait de silicium. Alors, du silicium, c'est vraiment parce que c'est le matériau de la microélectronique qu'on maîtrise vraiment très très bien en termes de fabrication et de composition. C'est un système cubique face centré, c'est-à-dire qu'on sait que dans chacune des mailles cristallines, il y a 8 atomes de silicium. Et l'idée, c'est de mesurer la valeur du nombre d'Avogadro en mesurant le volume d'une sphère quasi parfaite. Alors, le volume d'une sphère, on part d'un monocristal de silicium parfaitement, d'une très grande pureté même en termes isotopiques, dans lequel on découpe des sphères avec des outils de plus en plus fin grammage, et cette sphère est ensuite polie optiquement jusqu'à obtenir, là on a une illustration de deux sphères, des vallées pic à pic de l'ordre inférieur à 90 nanomètres. On se rappelle qu'il avait été fait à la fin du XVIIIe siècle 70 micromètres, donc ça a quand même significativement progressé. Donc en ayant une sphère dont on connaît les défauts de surface, on peut avoir le volume. Et l'autre chose à mesurer, c'est la valeur du paramètre de maille, la distance entre les atomes, qui est mesurée par interférométrie au rayon X, d'où le nom de la méthode. Et il existe une relation que donne la spectroscopie entre la valeur de la constante de Planck et la valeur du nombre d'Avogadro, où tous les termes sont ou connus exactement dans le SI, ou sont connus avec une incertitude très faible par rapport à ce qui nous intéresse nous. Donc on a finalement une relation très bonne à l'heure actuelle entre H et NA. Donc réaliser une détermination de la constante de Planck, c'est aussi à l'heure actuelle réaliser une détermination de la constante d'Avogadro. Donc arrivé à ce point-là, on est proche d'être capable de redéfinir le kilogramme, et on est capable parce qu'il y a vraiment eu un effort international qui a été réalisé dans les décennies précédentes, qui a été réaffirmé en 1999 par la CGPM, qui encourageait les laboratoires à affiner les expériences pour relier l'unité de masse à des constantes fondamentales. Et il y a eu un certain nombre de déterminations qui ont été réalisées, dont les dernières devaient être publiées avant le 1er juillet 2017, qui était une date limite fixée par les comités consultatifs. Donc il y avait de nombreuses balances qui étaient attendues, donc le BIPM, le CRIS, le LNE, le NIS, le NRC, le METAS, et des expériences de sphères de silicium, le consortium Avogadro et l'Institut national japonais. Au final, il y a eu donc 5 laboratoires ou consortiums qui ont publié 8 valeurs de constante de Planck compétitives avant la date limite, donc avec des certitudes de l'ordre de quelques 10-8. Valeurs qui sont représentées sur le graphique là. Et l'ensemble des valeurs publiées a permis à la conférence internationale des poids et mesures de noter que les conditions fixées pour procéder à la redéfinition du SI sont désormais remplies. Donc le CIPM recommande à la CGPM de voter la redéfinition, donc selon toute vraisemblance, le kilogramme, la valeur du kilogramme, qui a été utilisé ici pour déterminer la valeur de la constante de Planck, va être, j'ai perdu le sens de ma phrase, mais la valeur, donc le kilogramme qui a été utilisé pour déterminer la valeur de la constante de Planck, cette relation va être inversée en fixant la valeur de la constante de Planck pour déterminer la valeur du kilogramme. On aura donc une relation qui aura une définition du kilogramme qui aura changé. On passera d'un artefact où la masse du kilogramme, du prototype intentionnel du kilogramme vaut par définition 1 kg sans incertitude, à un système intentionnel unité où toutes les unités sont basées sur des constantes fondamentales, des constantes de la physique, y compris le kilogramme sur la constante de Planck, et donc où la constante de Planck, elle est fixée à 6,626, 0,110, 15, 10,34 joules seconde exactement. On la fixe exactement parce que c'est vraiment, en l'état actuel de nos connaissances en physique, c'est ce qui est le plus stable dans nos connaissances. Donc on se raccroche pour faire la métrologie à ce qu'on imagine de plus stable, de plus pérenne. Donc l'équation à l'heure actuelle qu'on peut utiliser pour créer ce lien, c'est l'équation de la balance du watt entre H, la constante de la physique quantique, et M, la masse microscopique. Alors naturellement, si dans les conditions de la redéfinition, il avait été précisé qu'on voulait que les masses utilisées pour déterminer la valeur de la constante de Planck soient étalonnées au plus proche possible à l'IPK, c'est parce qu'on voulait toujours cette condition de continuité. On voulait que la valeur d'un kilogramme avec l'IPK en 2018 soit égale, à 10 microgrammes près en l'occurrence, à la valeur de la masse du kilogramme
à partir de h, telle qu'elle va être réalisée dans les mois et les années qui viennent. Donc en conclusion, le kilogramme, c'est une unité qui a été définie successivement à l'état de l'art de la métrologie. Ce qui est resté en termes de continuité depuis 1799, depuis l'idée des mesures à tous les temps et à tous les peuples, c'est que la masse d'un litre d'eau, d'un décimètre cube d'eau, a toujours une masse très proche d'un kilogramme. C'est la continuité des définitions, quelque chose de très important pour pouvoir continuer d'avancer. L'incertitude de réalisation durant cette longue période n'a cessé de diminuer. Et selon toute vraisemblance, la CGPM, donc qui se réunit ou qui vote le 16 novembre, en tout cas dans les jours autour du 16 novembre, devrait voter cette redéfinition, et donc la valeur de la constante de Planck devrait être fixée de manière à ce que ce soit le kilogramme qui soit raccroché à la constante de Planck et non l'inverse. Alors on pourra dire que sa stabilité est parfaite, alors j'ai mis parfaite entre guillemets parce qu'elle sera parfaite autant que notre physique l'imagine encore une fois à l'heure actuelle. La constante de Planck, c'est ce qu'il y a de plus parfait dans notre conception de la physique. Les choses peuvent évoluer, il y aura encore d'autres choses qui pourront apparaître dans le futur. Une des grandes forces de cette définition, c'est aussi qu'elle permet, le grand K, il pesait 1 kg par définition, et donc il réalisait 1 kg. Il était très difficile de faire 1 gramme, 1 milligramme ou 1 microgramme. La nouvelle définition ne donne pas de valeur de masse, et on peut imaginer des expériences qui permettraient plus facilement de disséminer, de réaliser des unités de masse dans les petites échelles. Et enfin, de la même façon que le GPS n'est pas imaginable sans la redéfinition du mètre, qui fixait la valeur du mètre sur la vitesse de la lumière, de nouvelles applications apparaîtront sans doute dans les prochaines années, les prochaines décennies, qui tireront parti du fait que le kilogramme est fondé sur une constante fondamentale. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions...